Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour parler de l'épisode 31 de Bleach Thousand Year Blood War, épisode 5 de la partie 3. Et encore une fois, je vais vous dire que c'était une masterclass. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vais pas vous mentir, l'épisode il était trop bien, j'ai kiffé chaque seconde. Que ce soit le début avec le torrent de pression spirituelle de Yua et du Ryo qui attaque Soul Society, tout le passage avec Aizen, Kyoraku, la création du portail, tout ça, le passage aussi au Ryokyu avec Ichigo et compagnie, franchement c'était trop lourd. Ils ont bien rattrapé les wagons par rapport aux scènes que je vous disais qui manquaient un petit peu dans les reviews précédentes, genre il y avait 2-3 trucs qui avaient été skip, et là du coup avec ce passage à Soul Society, ils rattrapent un petit peu tout ça, et vraiment c'était trop bien. Mais bien sûr, comme d'habitude, avant d'en parler plus en détail, je vous invite à claquer vos bankai sur le bouton like et aussi à vous abonner pour soutenir la passion de Bleach. Et maintenant que c'est dit, commençons avec Soul Society, parce que c'est 80% de l'épisode. Comme j'ai dit, tout l'épisode se déroule à Soul Society, avec les Shinigami qui sont en train justement d'essayer de trouver un moyen de monter au Ryokyu. Mais pendant ce temps, Yua a bel et bien atteint le roi spirituel et il est en train de l'absorber, de prendre tout son pouvoir si vous voulez. Ce qui a pour effet de créer un torrent de puissance qui se déverse sur Soul Society et qui s'en prend littéralement à tous les Shinigami qui restent. Et c'était vraiment stylé de voir Isagi, Ikkaku et Yumichika qui affrontent ces trucs. Ça évidemment c'est pas inédit, c'est dans le manga, mais dans le manga c'est juste une petite case en 2 secondes. Alors que là c'est cool, tu les vois un peu en action. Pareil pour Soifon qui se fait un peu humilier, encore une fois, elle sort son bankai, mais bon elle se fait recouvrir de trucs, ça sert à rien. Et normalement à ce moment-là, il y a Omaeda qui vient la sauver. Là c'est pas présent, c'est dans le manga, mais c'est pas dans l'animé, c'est un peu dommage, ça aurait pris 2 secondes. Mais bon, c'est loin d'être le truc le plus important et c'est pas ça qui va gâcher l'épisode. On a aussi ce moment stylé où Byakuya vient les aider avec Senbon Sakura, mais malheureusement ça sert à rien. Et finalement, c'est l'arrivée d'Aizen qui sauve les meubles. Et on assiste enfin à son grand retour. Parce que oui, évidemment, on l'avait vu avant, mais il était dans le Muken. Alors que là, ça y est, il est là, il interagit avec les autres et tout, et ça fait trop plaisir. Son arrivée était stylée et bien mise en scène, je trouve, avec le petit œil qui vient du torrent de puissance de Yua qui est en train de crever sous la chaise, là, en train de ramper, c'est trop marrant. Et franchement, ça fait plaisir de le revoir en action. En plus, les dialogues avec Kyoraku sont vraiment trop cool, je trouve que ça met trop bien en avant le côté un peu malicieux et prêt à tout de Kyoraku pour sauver le monde. Parce qu'évidemment, il sait que ça va contrarier ses collègues de ramener Aizen, mais bon, là, il y a vraiment pas le choix, et pour le coup, il agit vraiment comme devrait agir un capitaine commandant, et ça fait trop plaisir de voir ça. Genre le moment où il manipule un peu Aizen pour le forcer à utiliser sa puissance, c'est un moment que je trouve trop cool. En gros, il lui dit vas-y, je te laisse là et on verra bien ce que tu fais quand tu vas te faire attaquer. Parce que Aizen essaye de faire croire qu'il peut pas faire grand chose et en gros il cherche à se faire libérer de la chaise. Genre il essaye de sous-entendre que s'il le délivre pas complètement, il pourra pas vraiment les aider. Mais Kyoraku, il sait très bien que c'est pas le cas. Et il a aucun scrupule à le mettre en danger quelque part pour le forcer à se révéler. Et c'est là évidemment qu'on a droit à la scène du Kuroitsugi, le Hado numéro 90, qui est un peu une des techniques phares d'Aizen qu'il adore utiliser. Et quand Kyoraku se rend compte qu'il va tout lâcher comme ça sans prévenir personne, c'est trop cool. Tu le vois en panique, en train de dire aux autres de vite aller se réfugier, et à ce moment-là tu sais que ça va pas rigoler. Du coup Aizen sort le Kuroitsugi sans incantation ni rien, et pourtant la puissance du sort est monstrueuse, et il finit par complètement raser la zone. Mais évidemment en même temps il aurait bien aimé détruire la chaise à laquelle il est lié, ce qui pour le coup est pas possible étant donné qu'elle est bien trop résistante, vu qu'elle a été créée par le meilleur perso de Bleach. Et un truc qui est sympa aussi, c'est que c'est Aizen qui explique un peu tout ce qui se passe, et qui leur dit que ce torrent de pouvoir vient du fait que Yua est en train d'absorber le roi des esprits, ce qui est extrêmement tendu. Du coup, au lieu de s'embêter à faire tout un système de portail comme veut faire Urahara pour rejoindre le Ryokyu, il leur propose plutôt de l'attirer vers eux, en le faisant chuter, ce qui évidemment serait un désastre. Mais de toute façon, il peut pas le faire parce que les liens avec lesquels il est contenu l'empêchent de projeter sa pression spirituelle. Et évidemment, c'est à ce moment-là que le meilleur perso de Bleach fait son apparition. Et j'ai envie de dire enfin, parce que dans le manga, il apparaît normalement un peu plus tôt que ça. Et j'aime trop le bruit qu'il fait quand il marche, franchement ça me tue. Et sa tenue elle me fume toujours autant. En plus il hésite pas à provoquer Aizen en lui disant que sa technologie est bien supérieure à son pouvoir, mais c'est à ce moment-là que surgit Nanana, un des Sternritters les plus populaires. Et on va pas mentir, c'est son seul petit moment de gloire, alors on va pas trop se moquer de lui, surtout que son pouvoir est quand même assez intéressant même s'il l'oblige à regarder sa cible pendant super longtemps. Et vraiment lui il est complètement matrixé, genre il se rend même pas compte que Yua en a rien à foutre de sa vie, alors que les 3 autres sont bien plus lucides. Et c'est pour ça que Bazz Bill attaque en traître, parce que lui il a plutôt en tête d'aider les Shinigami pour monter au Ryokyu et aller se venger. Et en vrai Nanana, la façon dont il tombe, elle est vraiment trop marrante, faut bien le dire, j'avais dit que je me moquais pas, mais là c'est trop. Il s'écrase vraiment comme une merde au sol et ça me tue. Ah et j'allais oublier, mais dans tout ça ils ont repris la case où Giselle tire la langue à Mayuri et ça me tue. Vraiment la tête qu'elle fait c'est trop marrant et je pense que c'est mon moment préféré avec le perso. Parce que bon pour le reste on va pas se mentir, il est quand même très malaisant. Enfin bref, comme je le disais, Urahara a pour ambition de créer un portail qui va les amener au Ryokyu. Et encore une fois, l'ordre des choses est un peu chamboulé parce que normalement dans le manga ils sont déjà au courant de ça, et ils ont même déjà essayé d'en créer un à ce stade. Mais leur tentative est perturbée par l'arrivée des Quincy.
Mais bon, ça change absolument rien, là on a Urahara qui explique tout, et j'ai adoré d'ailleurs ses interactions avec Kyoraku, le moment où il lui donne des ordres et tout, parce que tu vois qu'il le respecte à mort, et franchement ça fait trop plaisir de voir Urahara dans ce setting à Soul Society, en train de collaborer directement avec toutes les forces du Gotei, et j'ai envie de dire que c'est un truc qui ferait plaisir à n'importe quel fan de Bleach. Et à partir de là, on a pas mal de scènes inédites, avec notamment l'appel de Kyoraku à tous les Shinigami restants, qui était vraiment cool, surtout qu'on revoit des persos comme Imoyama-san, et ça c'est incroyable. Genre je m'attendais vraiment pas à le voir à ce moment. Et si vous savez pas de qui je parle, c'est que vous avez pas la ref. Et à partir de là, est-ce que vous êtes vraiment fan de Bleach? Non sérieux, ça fait plaisir de revoir un peu ces persos secondaires, et ce qui est vraiment cool dans cette scène, c'est que tu vois qu'en entendant la voix de Kyoraku, ils regagnent en confiance, et ils sont de nouveau prêts à se battre. Ce qui fait écho à la scène de la partie 1, où en entrant sur le champ de bataille, Yamaji remotive ses troupes, donc j'ai trouvé ça vraiment trop stylé. En plus de ça, t'as aussi une petite interaction entre Mayuri et Urahara qui était bien cool. Genre tu vois que Mayuri essaye de l'impressionner en sortant sa plateforme démoniaque et j'aime trop la tête qu'ils font tous les deux, même si j'avoue que j'aurais bien aimé les voir échanger quelques mots. Après ça, on a aussi l'interaction entre Zaraki et Nanao que je trouve trop cool, celle-là elle est dans le manga, et ça nous rappelle que Yachiru est toujours disparu. En plus de montrer que Nanao, en tant que vice-capitaine de la première division, est capable de faire face aux autres capitaines, même quand il s'agit de Zaraki. Donc franchement, je suis bien content que ce soit là. Et une fois que tout le monde se rassemble, bah c'est le moment du discours de Kyoraku, qui lui non plus n'est pas dans le manga, et qui selon moi est un très bon rajout. Ça met en avant le rôle de capitaine commandant de Kyoraku, et pour moi c'est clairement lui la star de l'épisode. Et que dire de l'arrivée d'Iori, ça aussi je m'y attendais pas du tout, parce qu'encore une fois c'est censé se dérouler un petit peu plus tôt, genre elle arrive un petit peu plus tôt avec les autres Vizards, pour amener cette fameuse substance qui va servir de source d'énergie afin de créer le portail, mais je me disais que dans l'anime aussi bien elle allait même pas apparaître à ce moment-là. Mais évidemment je me trompais puisqu'elle est là et il y a même son embrouille avec Shinji, et ça c'est un truc qui fait trop plaisir quand on aime bien ces deux persos. Après je sais que Iori, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais moi perso elle me fait trop marrer, et cette scène elle m'a trop fait sourire. Surtout avec l'interaction entre Shinji et Soifon juste après. Ça aussi j'aurais jamais cru que ce serait dans l'animé, étant donné qu'il supprime souvent les petites blagues comme ça. Et apparemment pour le coup c'est Kubo lui-même qui a insisté pour qu'elle y soit. Mais ouais, que dire, ce passage du discours de Kyoraku, franchement c'était trop cool. Et pareil pour les interactions des autres Shinigami avec Urahara. Comme j'ai dit, le voir discuter avec les autres capitaines ça fait trop plaisir, surtout quand il se rend compte à quel point ils sont déterminés. Mais le truc le plus incroyable auquel je m'attendais pas du tout, c'est la petite scène entre Basby et Renji. Ça fait trop plaisir et je suis vraiment content qu'ils aient profité de cet épisode un peu plus calme pour adapter certains moments qui sont certes un peu plus légers mais qui sont importants quand même. Et si vous savez pas à quoi je fais référence, bah sur cette image on voit Basby qui a l'air de s'intéresser au style de Renji, et notamment à ses sourcils. Et dans le manga il y a tout un passage où les deux s'affrontent, et dans lequel Basby mentionne le fait que les sourcils de Renji sont trop stylés, ce qui a pour effet de faire grand plaisir aux Shinigami. Mais cette scène avait été complètement virée de l'anime et je suis vraiment content qu'ils y fassent un petit clin d'œil ici, parce que pour moi dans le manga ce passage est un des plus drôles de l'arc. Donc ouais, tout ça c'est vraiment cool, j'ai pas grand chose à redire, et ce passage se termine avec le petit monologue d'Aizen, qui semble un peu amer de constater qu'Ichigo a foulé le sol du palais du roi des esprits avant lui. Mais en réalité ce moment pour moi c'est un peu le début de la rédemption d'Aizen entre guillemets, et on aura très probablement l'occasion d'en parler plus tard. En attendant, comme dans le manga cette fois, ça fait une transition parfaite pour revenir sur Ichigo, et ce passage aussi était très cool et différent du manga. Normalement, dites-vous qu'à ce moment-là, Ichigo est inconscient à cause de Kon, parce que pendant leur chute, alors qu'il est caché dans le Shiyakusho d'Ichigo, il s'excite, et à cause de ça, Ichigo se tape la tête contre Inoue et finit inconscient. Ce qui est assez marrant, mais bon, je préfère quand même la scène de l'anime qui a beaucoup plus de sens. Parce que pour le coup, Ichigo est inconscient à cause de la blessure infligée par Uryu, et cette fois, Kon fait plutôt office de sauveur, et c'est lui qui amortit la chute d'Ichigo, ce qui donne lieu à une scène bien marrante. Mais contrairement au manga où Kon se fait engueuler, là on voit Ichigo le remercier et j'ai trouvé ça trop bien. Genre ça m'a donné une énorme vibe de Bleach à l'ancienne. Et si vous vous demandez comment Kon a fait pour amortir la chute, bah en gros maintenant il peut changer de forme et se transformer en une sorte de grosse montagne de muscles. Et ça j'avoue je me rappelle plus s'ils l'ont expliqué ou pas dans les parties précédentes. Du coup on a Orihime qui soigne tout le monde, et qui ensuite s'écroule dans les bras d'Ichigo, mais à mon avis elle avait tout prévu, comme pour bien faire comprendre aux fans d'Ichiruki qu'ils ont rien compris et ça me fume. Mais plus sérieusement, encore un truc qui est mieux ici par rapport au manga, c'est le fait qu'ils mentionnent Uryu. Parce que dans le manga, ils sont un peu en mode allez, on repart comme ça, ils mentionnent pas du tout ce qui s'est passé, et ça fait un peu bizarre. Alors que là, t'as Chad qui mentionne le fait qu'Uryu les a vraiment trahis, et selon moi, c'est bien plus logique que dans le manga. Et avec ça, bah on arrive à la fin de l'épisode, alors que la team d'Ichigo s'apprête à y retourner. Comment, on sait pas encore, mais Yoruichi semble avoir un plan, et on voit s'ouvrir le fameux Garganta avec Grimmjow à l'intérieur. Mais on aura bien plus l'occasion de parler de lui dans le prochain épisode, et je suis vraiment pressé de voir comment ils vont adapter les prochaines scènes. Mais en vrai c'est pas fini parce qu'il y a la scène de fin, où on voit que Yua est parvenu à absorber complètement le roi des esprits. Et même les membres du Schutzstaffel ont l'air choqués, genre la tête que fait Askin elle a vraiment pas de prix, et même Uryu il est en sueur. Par contre à propos de ce passage chez les Quincy, il y a un dialogue que je m'attendais à voir et qui a pas été adapté, et qui est en lien avec le statut du roi des esprits. Mais vu à quel point ce dialogue est important, à mon avis il le garde pour le prochain épisode, donc on va pas en parler tout de suite, ceux qui ont lu le manga savent sûrement de quoi je parle, mais ce qui est sûr c'est que j'ai trop hâte de voir la suite parce que là on va rentrer dans la dernière ligne droite, et ça va être exceptionnel. Par contre, plus ça avance, plus je me demande où va s'arrêter cette partie. Et j'ai bien envie de faire une petite vidéo pour parler de mes prédictions. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, parce que c'est de loin la question que je me pose le plus.
Mais quoi qu'il en soit, ouais, l'épisode se termine sur les morceaux du Vandenreich de Soul Society qui remontent vers le Ryokyu. Genre c'est Yua qui les fait remonter, et évidemment c'est dans le but de créer le Varvelt, qui sera le terrain d'affrontement final. Mais bon, tout ça on aura l'occasion d'en parler très bientôt, et en attendant j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis en commentaire sur l'épisode. Moi perso vous aurez compris que je l'ai trouvé génial, et que toutes les interactions entre les différents personnages m'ont grave fait plaisir, même si comme prévu c'était un épisode bien plus calme que les précédents. En tout cas, comme toujours, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.